Non, le cinéma est simplement le lieu où il fallait être. Ouais. Il fallait être. Il ne fallait pas y faire quelque chose. Oui, on pouvait faire à partir du cinéma, mais Ouais. pas... je crois que c'est pour ça que les gens ont l'air un peu surpris quand je leur dis que j'ai jamais eu vraiment de désir de faire des films. J'ai quand même fait un petit court-métrage que j'ai pas fini d'ailleurs. Ça a été une ça, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. J'ai vu à quel point, alors moi, vraiment, j'étais pas fait pour ça. C'était un cauchemar. 3-4 jours de tournage de ce film. C'est un moment où tout le monde faisait un petit court-métrage. C'est quand l'époque de vol. Un peu avant 68, parce que je me rappelle que c'est 68 qui est arrivé et qui m'a aussi aidé à me débarrasser de ça en disant oh là là, la dérision, j'ai mis ça sous mon lit et j'ai plus jamais regardé. Et c'était pas très bien, c'était très masochiste comme scénario déjà. C'est peut-être visible, enfin bon, donc à l'intérêt. Tu vois, moi j'aime beaucoup le jazz, mais là déjà le jazz, il m'a abandonné en 70, le jazz. Quand Berlin est mort, il m'a abandonné. Alors qu'on avait mis partie de notre identité, très étrangement, dans le jazz. Quel type d'alliance tu as, à partir de ce que tu as dit, quel type d'alliance ou d'amitié ça t'a poussé à avoir enfin, les années de lycée? C'est les bons mots, c'est alliance et amitié. Ça veut dire, moi je n'ai jamais, tout petit, le mot amitié était... Tu sais, on lit l'histoire romaine, on lit les grandes histoires sublimes, des amitiés sublimes. Il pouvait y avoir de rapport avec les gens que sur une base d'amitié. L'amitié finissait par recouvrir tout le reste, y compris les sentiments, y compris le sexe. J'ai mis du temps à autonomiser la sphère du sexe. Du temps. Et même si j'ai réussi à le faire, enfin, à ne plus confondre les amants et les amis, même avec les premiers, il y a toujours eu l'idée d'une amitié possible. Ou alors t'es vraiment dans le cynisme de la prostitution, qui moi ne m'a jamais gêné. Mais c'est tout l'un ou tout l'autre, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, donc ça veut dire à l'école... Non, ça c'est des souvenirs absolument... Comme si j'y étais, quoi. C'est-à-dire... Moi je suis pas allé à l'école maternelle, donc l'école communale à 6 ans, j'ai su le premier jour avec qui j'étais copain pour l'année. Les copains, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui devaient eux aussi savoir qu'ils ne feraient jamais partie de ceux qui faisaient la loi dans la cour de récréation. Jamais, jamais, jamais. La peur des grandes gueules, des visiteurs, etc., elle est immédiate. Chez moi, elle est immédiate. C'est un sentiment à la fois de peur et de mépris, de pas prendre de coups, les mépriser, ne pas les voir, ne pas les connaître. Défensif, absolument défensif. Il y a toujours, dans n'importe quelle classe, il y a toujours 2-3 gamins qui sont plutôt comme ça, alors il faut un petit groupe. Voilà, donc ça donne des amitiés. Des gens qui ont existé après? Non. 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 Je me souviens d'un truc. Récemment, je me suis posé la question si j'avais été dans ma vie amoureux, au sens vraiment... j'ai hésité, parce que... Des trucs très passionnels, mais amoureux, je sais pas. C'est un mot en plus que... J'ai toujours... je pense que c'est un mot que je n'utilise que depuis quelques années. Un mot pas oublié pendant des années, plutôt par pudeur, je veux dire. Ces mots étaient un peu même lourds quand on s'est connus, tout ça. On parlait pas d'amour nulle part, souviens-toi. Et avant, c'était pareil, l'éducation laïque était quand même assez comme ça. Mais... Et puis... je dis, je n'en jurerai pas. Il ne faut pas confondre les états. Il y a des états très très forts, très violents, mais l'amour, c'est... Sauf quand j'étais tout petit, donc on avait 7 ans, avec un garçon qui s'appelait Michel, qui était justement un de ceux avec qui immédiatement on se met à la même table et puis on se tient chaud, quoi. Car sans doute on a pas les mêmes choses. Et j'allais jouer chez lui, rue Keller, il habitait rue Keller. On inventait des jeux misérables, on n'avait rien, pas de jouets.
Et j'ai jamais eu le sentiment dans toute ma vie qui doit être l'amour, qu'il y a une personne qui est là et elle remplit absolument tout l'espace. C'est exactement le sens de la cantate de Bach, Ich habe genug. J'en ai suffisamment. J'en ai assez. Rien ne me manque. Parce qu'il est là. Et il ne se passait rien, on était beaucoup trop petits pour que ce soit sexuel, tout ça. C'est un sentiment qui m'est resté absolument intact. Sentiment de coalescence absolue à l'autre, ou la phrase de Lacan qui dit ce qui est embêtant dans l'amour, c'est que tu ne me vois jamais de là où moi je te regarde, tu vois, ces trucs-là. Il y a eu des très belles choses sur les impossibilités. Et je repensais à cet épisode qui était d'une alliance absolue et un sentiment de protection absolue du fait d'être deux. C'est-à-dire que si on est tous les deux, même si on fait rien, si on se balade dans le quartier, si on va à la foire du trône, on est à la foire du trône tous les ans, il peut rien nous arriver, rien. Nous sommes, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc, après ce garçon a malheureusement raté l'examen d'entrée en 6e alors qu'il était un bon élève, et puis on s'est vu pendant quelques années, et puis moi je suis rentré dans le monde du lycée, et lui il a fini par devenir employé de banque. L'insouciance, parce que ça viendra ça plus tard, c'est l'insouciance avec laquelle j'ai mené ma vie, mais je veux dire que c'est incroyable. J'ai rien planifié, jamais, de toute ma vie. Jamais. C'est pas une... La seule décision que j'ai prise dans la douleur, c'est quitter les cahiers. En petit, d'arrêter le cinéma libé, mais c'était beaucoup moins... C'était étal, c'était une sorte de désarroi. C'est la seule fois de ma vie que j'ai dit je ne peux plus, j'arrête. Tant pis pour les conséquences. Une fois dans ma vie. Tout le reste, c'est des enchaînements. Certains réussis, les trois quarts se faisant sans moi, presque tous obsessionnels et ressassants et malades et malheureux. Alors là, si vraiment j'ai une particularité, je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gens comme moi. Je n'ai rien voulu, socialement, rien. Aucune ambition, c'est peu de le dire. Aucun plan, jamais pour l'avenir, jamais. Oui, ça, jamais. Je comprends. Je suis rentré au cahier parce qu'il était clair qu'on rentrait au cahier, que tout le monde rentrait au cahier, que le monde entier rentrait au cahier. Tu vois, il y a une sorte de... je croyais que c'était le désir de mon meilleur copain de l'époque. En fait, maintenant, je pense que non, c'était moi qui avais ce désir. Je le portais pas sur moi, ce désir particulièrement. Je pensais que Loulou, qui rentrait en même temps que moi, avait ce désir lui aussi terriblement, et je trouvais ça normal. Récemment, Loulou m'a dit, mais tu sais, je t'ai suivi au cahier. En fait, toutes les images qui ont compté pour moi sont des images antérieures au cinéma et différentes de celles du cinéma. Et je crois vraiment pas que c'est par le cinéma que l'image m'a capté. Enfin, ça, c'est le fond de ce que... Je me rappelle de certaines dates, heureusement, qui me sauvent. 64, j'avais 20 ans, l'Amérique, la première fois. Ça, c'est des souvenirs très forts. Franchement, entre 59, 60 et 68, et au milieu 64, et je ne pourrais pas dire plus. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de rêve éveillé et très bavard de la cinéphilie, c'est-à-dire de la fréquentation de la cinémathèque presque tous les soirs à un moment. Et c'est hors temps, c'est-à-dire que ça se... Voilà, c'est une sorte de... Et il y a sans doute, évidemment, déjà au milieu, définitivement, les cahiers. Mais ça, comme je l'ai écrit, mon rapport aux cahiers a dû tellement être absolu et définitif quand je les ai lus pour la première fois, que ça n'a été suivi d'aucune conséquence. C'est-à-dire que je n'ai rien fait pour rentrer au cahier immédiatement. On est resté à voir les films. Peut-être qu'il y avait également cette idée quand même qu'on ne pouvait pas écrire comme ça du jour au lendemain. Et que écrire sur le cinéma, ça impliquait d'avoir vu beaucoup de films et d'avoir une culture de cinéma. Idée qui a disparu nécessairement parce que la culture est devenue énorme et que les temps sont plus courts aujourd'hui. Moi j'ai quand même, il y a 5 ans entre Hiroshima, mon amour, et mon premier papier publié.
5 ans, à voir beaucoup de films, c'est une petite culture déjà. Donc ça, c'est pas une clause de style, c'est un truc qu'il ne faut pas que tu perdes de vue. Sur toute cette période-là, après j'ai eu une meilleure comptabilité de moi-même à partir de 68. Je ne sais pas du tout ce que je pensais, je ne sais pas du tout ce que je pense que je ne planifiais rien, je pense qu'inconsciemment, les cahiers étaient évidemment le centre... Le foyer, quoi. Oui, le foyer, voilà. Et donc ce voyage en Amérique, pour en revenir à lui, oui, c'était sans doute ça. C'était sans doute amener au cahier des choses qui nous rendaient indispensables. Il se trouvait qu'en 64, il y avait beaucoup de cinéastes prestigieux du passé qui étaient encore vivants. Et qu'on a fait un tour des vieillards avec Loulou. On était très très gérontophile à l'époque. Ça aussi, il faut le dire, c'est une période... C'est bien qu'on ait survécu à ça, parce que qu'est-ce que c'était dangereux, je veux dire, psychologiquement. Est-ce que c'est pas inhérent à la cinéphilie? Oui, je pense. Mais ce qui est inhérent à la cinéphilie, c'est l'idée qu'hier c'était un peu mieux. C'est la mélancolie qui est inhérente à la cinéphilie. Puis objectivement, c'est confirmé, puisque... Objectivement, c'est vrai, ça qui est très embêtant. C'est que des grands cinéastes. Mais ce qui est très embêtant avec le cinéma, c'est que... Disons, la mélancolie, qui est plutôt mon problème à moi, pour d'autres la nostalgie. Mais moi, je suis pas nostalgique, je suis mélancolique, c'est pas pareil. La mélancolie, c'est que l'heure qui vient de s'écouler, et elle est dans un, bon, disons demi pour aller vite. Voilà, un grand mélancolique. Ça veut dire les gens qui adorent le présent, toujours. Moi, j'aime le présent, j'aime l'actu, j'aime les journaux, je suis très tête en l'air. Il fait beau. Je disais hier, le plaisir est immédiat chez moi, il est absolu. Ça vient du fait que mon problème, c'est le cumul. Je ne peux rien cumuler. Les choses passent par moi, ou elles se décantent, ou elles se... c'est peut-être une incapacité foncière et une horreur de toute idée de gestion. D'ailleurs, le mot gestion a été le mot qu'on a appris à utiliser tous les deux, tu te souviens? C'est il gère. Aujourd'hui, il est d'ailleurs rentré dans le vocabulaire de tout le monde maintenant. Alors l'Amérique, donc il y avait encore des vieillards sublimes, il y avait Buster Keaton. Quand j'y pense, j'en suis encore plus ému maintenant que le jour où on est allé le voir. On aurait pu voir Stan Laurel, par exemple, qui en plus habitait Laurel Canyon. Comme des imbéciles, on n'a pas insisté. On n'aurait pas eu une longue question à lui poser, mais c'était un type très important. On a vu Sternberg, on a vu des gens qui sont morts très peu de temps après. On a vu Léo McCarey. Léo McCarey, il est important parce que je crois que dans notre idée, on va rapporter au cahier des choses qu'ils n'ont pas. La seule chose un petit peu considérable que personne n'a jamais eue, car moi j'ai jamais eu d'entretien avec McCarey nulle part. C'est Loulou et moi qui l'avons fait. Et c'est un souvenir assez inoubliable, parce que l'entretien était aussi gênant qu'un film de McCarey. Parce que McCarey était à peu près gâteux, réduit à zéro, malade, donc très maigre, alors que les photos qu'on avait de lui, et genre de vieillard très déçu, très aigri, qui avait eu les plus gros succès d'Hollywood, qui était... On l'a vu en plus à la cantine d'une grande compagnie, je ne sais plus laquelle. Il y avait tous les grandes cantines d'Hollywood qui existaient encore, celles qui font rêver Godard, et qu'à mon avis, il aurait séché. Celle où il croit que les cinéastes parlent entre eux. Celle où il pensait que les cinéastes parlaient entre eux, et où il aurait été un chouette copain avec les autres. Et McCarey, je me rappelle, bouffait du yaourt, ça foutait partout, chantait des petites chansons de son prochain film. Enfin, c'était... Enfin, il disait encore beaucoup de choses. C'est un mauvais souvenir, en un sens, parce qu'on a vu la sénilité. Mais on a quand même ramené le seul entretien avec Léo McCarey, qu'on a toujours considéré, que je considère encore comme presque comme un cas dans le cinéma. Car il y a peu d'artisans de la mise en scène aussi extraordinaires et peu de cinéastes en même temps aussi inexistants et nuls comme bonhomme. Comme auteur, oui, comme teneur personnel. C'est un cas, je pense que McCarey est un cas. Mais bon. Voilà, mais il y en a eu d'autres, on a vu Sternberg, on a vu, bon, je ne vais pas raconter des anecdotes, ça aussi, bon. Enfin, on peut les remettre.
c'était assez drôle. Ce que j'essaie de comprendre, c'était, il y avait aussi bien chez lui que chez moi quelque chose d'absolu là-dedans, c'est que la liste des gens qu'on voulait voir, elle était arrêtée, elle était connue. Nous, on n'avait pas on n'allait pas pour découvrir. C'est ça. Il n'y avait pas un truc en plus, quoi. On n'allait pas, on n'a découvert personne, on n'a vu que des vieillards, on a vu Tourneur qui était déjà au rencard. Alors ça nous a beaucoup émus parce que lui était gentil et parlait français, etc. On a vu, je sais pas, Don Siegel, on a vu... Lewis, non? On a vu Lewis, Lewis c'était plus émouvant parce que lui il était en train de commencer. Il n'avait pas fait beaucoup de films, Lewis, quand on l'a vu. Entre Ladies Man et Nutty Professor. Et il avait donc toute sa bagarre à Lewis, à l'époque, sur le côté offensif, qu'il était metteur en scène. Alors lui, il nous a très bien reçus, il nous a fait un cinéma du tonnerre, et quelqu'un qui nous a reçus, et qui nous a bien aimés et qu'on a immédiatement adoré, c'est Fuller. Car Fuller était déjà sur le... Je ne sais pas si c'était avant ou après Naked Kiss, mais en fait, est-ce que Fuller le savait? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous, on le savait? Je crois que l'idée même de la question ne s'effleurait pas, c'est que Fuller avait fini avec l'Amérique. Et qu'il avait une maison, petite maison, pas très riche, et qu'il apparaissait, mais on disait c'est un indépendant. On l'aimait beaucoup pour ça, on l'aimait beaucoup pour sa modernité, pour son indépendance. Puis bon, lui adorait parler, donc deux gamins un peu cruches arrivent d'Europe, et Fuller fait son numéro. Après, on a eu le temps de se rendre compte que ce numéro existait. Il l'avait fait pour Moulet avant nous. Fuller nous avait beaucoup touchés parce que on sentait que c'était quelqu'un qui était content d'être reconnu par des jeunes Européens et qui ne les méprisait pas pour autant. En sens inverse, le plus mauvais souvenir, c'est Cukor, qui nous a traités comme ce qu'on était socialement, c'est-à-dire des amateurs absolus. Le loup tout grassouillet, moi maigre comme un clou, parlant pas très bien anglais quand même, ni l'un ni l'autre. Assez pétri d'admiration que quand on avait vu, parce qu'il y avait eu un hommage, tombé sur une vieille folle, très méchante, milliardaire, qui nous a vraiment traités avec condescendance. J'en ai beaucoup voulu après à Cukor. Et pourquoi ça n'a pas de sens d'en vouloir à ce pauvre Cukor, c'est quand même un grand cinéaste. Enfin, il y avait quand même on était vexés. Alors ça, on garde Cukor parce que c'est un bon exemple. Cukor, évidemment, on avait découvert Sylvia Scarlett tous à l'hommage. Et on trouvait, et on avait raison, c'était un film absolument extraordinaire. Sans doute ce qu'il a fait de plus beau. Et lui, ça avait dû lui revenir à Cukor, que les Européens, bizarrement, tordus, aimaient ce petit film qui avait été un bide. Parce que dans son autobiographie, Catherine Hepburn s'excuse de l'avoir fait. Donc du coup, moi, elle a baissé dans mon estime terriblement. C'est-à-dire vraiment la loi américaine est stupidement sans pitié, tout film qui n'a pas marché est mauvais, même Catherine Hepburn, qui était quand même... T'as pas le sentiment que c'était une idiote, elle s'excuse quasiment d'avoir fait ce... Bon, mais c'est un chef-d'œuvre. Et je veux dire, quand tu disais ça à Cukor, il disait « Oh oui, ce petit film, oui, il y a des gens qui l'aiment, il est culte, etc. » Mais nous, ce que Cukor pouvait dire sur Sylvia Scarlett, on n'en avait rien à foutre. C'était inscrit en lettres de feu, Sylvia Scarlett. Et elle avait beau être ridicule, timide, mal parlée, écrasée, dans cette piscine de milliardaires, avec toute la cour, les groupies, les amants, c'était... À l'époque, moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu de tout ça. J'y repense maintenant à cette scène. Il devait y avoir les amants, il devait y avoir Sunset Boulevard, si tu veux. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a posé des questions de robots à Cukor, des questions politiques des auteurs, le thème de la frigidité, le thème de la mode. Lui, assez malin, a eu notre entretien et on lui a dit qu'on aimait beaucoup Sylvia Scarlett, il n'a pas cru un mot, il s'est moqué de La forêt interdite, dont on lui a dit qu'on avait une grande admiration pour ce film, que quand il est parti dans un rire de vieille folle méchante, en disant « Venez, venez, venez », il disait à ces gens « Venez, vous savez le film qu'ils aiment, Wind Across the Everglades ». C'est le film que Jack Warner n'a même pas osé sortir. Et je nous revois, Loulou et moi, disant « Mais oui », alors qu'on était ridicules. Et je suis fier qu'on ait dit « Mais oui ». Exactement comme je suis fier
5 ans plus tard, quand Bolitzer et moi, morts de terreur à Censier, premier cours où tu étais peut-être, on a dit devant des amphithéâtres d'étudiants qui voulaient le pouvoir au bout des fusils que non, nicht versöhnt et Vendeste, et basta. Et dans un état où tu es absolument dominé, où il y a de la terreur, où tu donnes pas cher de ta peau, et il dit non, on a raison, on ne transigera pas. Dans les deux cas, je suis fier. Oui, je comprends. Tu vois, c'est quelque chose, et d'ailleurs heureusement, parce que si on n'avait pas été ceux-là, les cahiers auraient disparu. On aurait fait alliance avec... on serait devenu positif. On aurait aimé Pietro de Germi, si tu veux, pour faire plaisir à nos étudiants. Les gens qu'on n'a pas, je ne sais plus du tout comment c'est Mankiewicz, Kubrick. Donc Kubrick ne faisait pas tellement partie des gens qu'on voulait voir en priorité, peut-être Mankiewicz. Ça marchait avec un système très professionnel qui a disparu sans doute après, qui était le Foreign Press. Oui, il y avait un service pour la presse étrangère et les gens faisaient assez bien leur boulot, donc ils savaient. Ils n'avaient pas de raison de dire non à deux jeunes journalistes débutants, surtout quand nous, on voulait voir des gens comme Jacques Tourneur. Ils nous regardaient avec commisération, les gens, vous voulez voir Jacques Tourneur? C'est très facile, on va l'appeler, on va le convoquer, ils disaient. T'es un retraité, quoi. T'es retraité, c'était un vieil ouvrier, on lui donnait sa montre. Ça c'est très émouvant, parce que Tourneur est arrivé dans l'immense salle de la Directors Guild. Pas trouvé de meilleur endroit que la Screen Directors Guild, salle immense, salle de conférence. Et ben, vieux bonhomme, enfin, pas si vieux que ça. Beaucoup plus grand que ce que je pensais, qu'un bon visage. Et on se met tous les trois au bout de la table. Ça, c'est un bon souvenir. Non, notre système de valeurs, qui était celui donc de la politique des auteurs, telle qu'on l'avait apprise au cahier, et qui avait des lacunes, qui avait des manques, etc., a prévalu surtout sur l'expérience réelle qu'on pouvait faire. On n'avait pas d'argent, on prenait le bus, on ne savait pas conduire, enfin bon, incroyable, on prenait le bus. Et y compris sur quelque chose qui ne nous empêchait pas de dormir, qui était qu'on était très 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 décalé par rapport à tout ce qui se passait dans cette partie du monde. Mais alors moi je dirais, pour moi, mais je pense que c'est pas très différent pour Skorek, je veux dire que l'amour du cinéma américain, pour moi, n'a rien à voir avec... enfin, n'a rien à voir, oui, bien sûr, mais il faut creuser. N'entraînait, n'appelait, aucun rapport spécial à l'Amérique. Voilà. C'est-à-dire que l'amour du cinéma américain, il était un cas particulier de l'amour du cinéma, bien sûr, mais il était en soi, c'est-à-dire que Sylvia Scarlett restait pour le monde entier, elle restait inscrite quelque part. Et je veux dire que moi j'ai toujours eu plutôt de la commisération pour les gens qui ont passé leur vie à devenir imaginairement des petits Américains, à se mettre les mêmes bottes, les mêmes blue jeans, les mêmes perfectos, dont ils sont Claude Ventura pour vexer personne. J'ai du respect pour ça comme pour toute passion singulière, mais je la trouve quand même très cheap et assez indigne. Ça veut dire que, peut-être plus nationaliste qu'on croit, ça veut dire que l'idée d'aimer l'Amérique parce qu'elle avait produit ces films que j'aimais tant ne m'a jamais effleuré. Et qu'en Amérique, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est New York. Et Los Angeles, je me suis toujours senti un parfait étranger dans cette ville. C'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que c'est parce que dans ma généalogie, j'aurais dû être américain? Est-ce que quelque part, j'avais pas de... Et peut-être qu'il y avait quand même cette reconnaissance implicite et pas idiote, parce que cette question nous revient aujourd'hui dans un sacré boomerang, que 50% des cinémas américains étaient européens, de toute façon. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui nous frappe le plus. Le déclin américain est peut-être dû au fait que l'Europe n'envoie plus ses excédents d'exil, d'inquiétude, de talent, de double appartenance. Et qu'il n'est pas impossible, lorsque je dis là, il est très anti-américain, que l'hypothèse américaine... Enfin, moi, je pense
Je pense que si, je pense que l'Amérique c'est une grande chose, et que ça va rebondir. Mais il n'est pas du tout exclu que dans les 10 ans, 20 ans à venir, la médiocrisation d'une Amérique réduite à son socle WASP, enfin son socle plus une bande de communautés colorées de plus en plus inintégrables, les Noirs étant la plus grave en un sens. Mais inintégrables, les Latinos ne vont pas s'intégrer. Ils ont de quoi, ils n'ont pas de problème d'identité, hein, les Latinos. C'est fort, le Mexique. C'est bien plus fort que l'Amérique. C'est une vraie civilisation, le Mexique. L'Amérique n'est qu'une culture. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, je repense à la façon très 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 naïve et bornée, carrément bornée, puis bornée à la manière de gens qui n'ont pas intérêt à se réveiller et à se voir comme ils sont, tu vois, physiquement, socialement. Heureusement qu'on a eu cette sorte de... On avait la grande ours, quoi, et on savait l'échelle des valeurs. Comme j'en ai pas beaucoup changé, je continue à dire, on avait raison d'aimer Sylvia Scarlett et Cukor avait tort. Mais raison de l'avoir fait. Alors que moi j'étais très... J'avais strictement aucune base. Aucune base. C'est pour ça la culture bourgeoise. Pour moi, ça ne pouvait pas être la culture bourgeoise, c'était la culture avec un grand C. Si c'était pas celle du monde entier, si c'était pas celle qui passait dans, par exemple, l'histoire du cinéma de Sadoul, par exemple, qui est le seul livre qui m'a fait rêver sur le cinéma. Malgré ses bêtises et ses coquilles, j'en ai pas eu d'autres. Eh ben, c'était l'équivalent déjà de... La culture, c'est pas ce qui me donne la société. C'est peut-être la différence fondamentale entre toi et moi, peut-être. La culture, c'est ce qui donne le monde. Après, c'était le cinéma. Dans le cinéma, dans la culture, on prend le cinéma. Mais parce que il n'était pas question d'oser se dire froidement, ah bah tiens, grâce à la culture, je vais quand même émarger à ce monde dont je sais que je suis né à côté, qui est la société bourgeoise normale, bon, mais qui a quand même toujours été l'ennemi. Pas l'ennemi, côté, attention, méfiance. C'est pas des amis, comme on dit chez Renoir. Oui, oui, absolument. Mais comment tu as vécu jusque-là? Non, j'ai eu des bourses. Ah oui, d'accord. Enfin, c'était pas beaucoup, mais j'avais un mode de vie absolument au bord de zéro, et puis je vivais chez ma mère. Voilà. Un peu comme on vit à l'hôtel, je vivais à l'envers. Longtemps, ma mère m'a donné un peu d'argent de poche, puis après, elle a arrêté. Très peu. C'est moins l'argent plutôt que le mode de vie au bord de zéro, quoi. Par rapport à l'argent, si tu veux, le refoulement, enfin, pas le refoulement, ça ne gâchera pas ma vie, a été absolue et immédiate. Donc, j'ai toujours adapté mon mode de vie à l'argent que j'avais. Toujours. Donc, j'ai toujours eu les désirs et les plaisirs que je pouvais me payer. Toute l'époque de la Cinémathèque est une époque hors économie. On prend le métro pour aller à Chaillot, ça coûte pas cher la Cinémathèque, on prend des cafés. Je rentre chez moi à 4 heures du matin et ma mère m'a laissé, voilà, un vieux cassoulet en boîte. En gros, c'est ça. Voilà, je crois que sur la culture, j'y repense beaucoup parce qu'aujourd'hui la question, à mon avis, va être très très sérieusement reposée, quoi. De cette sorte d'idéal culturel qui a perdu cette sorte d'absolue innocence que moi je fais allusion, qui est quand même un souvenir absolument inoubliable. La première Pléiade qu'on m'a offert, mais je l'ai encore, pour moi c'est la Bible, quoi. Alors si je vous dis de la Pléiade, c'est la Bible. On est beaucoup comme ça. Biette, il est absolument pareil. On est beaucoup. Il y a dû y avoir une sorte de repêchage dans le peuple de beaucoup d'enfants qui sinon se demanderaient quand même comment ils se débrouilleraient dans la jungle de la société. Voilà. Ce qui m'empêche pas de voir que ça s'est terriblement recomposé et dégradé, qu'aujourd'hui cette question va se reposer et que tout le bovarisme qu'il y avait là-dedans
risque d'être mise à mal. Car il y avait évidemment beaucoup de bobarisme, parce que la culture étant une promesse, c'est la promesse de quoi? C'est la promesse de faire l'expérience des œuvres. C'était pas simplement du savoir, c'était aussi de... Donc c'était un petit peu comme les cartes postales, ou un petit peu comme la carte de géographie, c'est-à-dire que la promesse excède toujours ce que tu vas vivre réellement. Donc moi j'ai toujours un sentiment d'une possibilité d'imposture réelle, qui est qu'à un moment, oui, tu vas avoir un livre de reproduction sur un peintre, en fait, t'as rien regardé, t'as rien vécu, t'as rien regardé, mais tu vas aller crâner quand même, car dans le milieu que tu finis par fréquenter, il n'est pas question de dire « Ah, j'ai oublié de bien regarder les tableaux de Vuillard ». Non, tu dis Vuillard, c'est génial. Le mot génial, à mon avis, symbolise ça, enfin symbolise... comme dit Biette, c'est absolument sublime. Mais lui il est plus honnête que moi. Il passe un moment par... Voilà, donc il y a toujours eu ça, il y a toujours eu le passage de l'innocence à la crapulerie dans son rapport à la culture. Et j'ai toujours été un peu conscient de ça, qu'il y aurait toujours un excès de ce que je saurais, c'est-à-dire les noms propres, les catalogues, les listes. C'est-à-dire l'humiliation quand j'ai découvert que John Knitel ou Mazo de la Roche ou Roger Vercel n'étaient pas les grands écrivains du siècle, qui c'était Borges, Faulkner ou Kafka, qui n'étaient pas dans le livre de poche, mais j'ai un sentiment de trahison absolue. Trahison totale. Et quand le 18 a commencé, je me rappelle, j'ai acheté le numéro 1, tout de suite, c'était Barbeno et Willy. Avec l'idée, ah, ça c'est quand même plus moderne, ça couvre plus de choses. Je deviens grand. Donc il y a toujours cette... La promesse consiste en des noms propres. Les noms propres sont des promesses d'expérience. Les expériences sont faites ou pas. Mais tout ça, après, finit par circuler dans un monde qui ne demande pas à voir. Mais c'est un problème de croyance, c'est-à-dire que finalement, à une période où les gens étaient plus croyants, enfin religieux, on leur posait pas trop la question de la réalité, de leur rapport. Fournir les preuves de leur... Oui, il y avait même des possibilités, enfin, qui ont été fustigées par plein de gens, d'hypocrisie absolue, etc. Je pense qu'en petit, la culture, peut-être en petit, du Flaubert quand même, depuis, a permis des choses un peu comparables, c'est-à-dire des impostures. Parce que par exemple, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu aussi coller Astro finalement. C'est pas que des raisons de terreur c'est que et d'ailleurs, je suis toujours assez admiratif devant quelqu'un qui dit on avancera pas à pas, c'est-à-dire on se prend et on prend les gens là où ils sont avec leur on marche à pied. On marche à pied. Dans la culture, on marche à pied. C'est les sandalettes de Jean-Marie. Il y a un état de l'oreille. On peut le décrire, il y a un état de l'oreille, de l'écoute, qui n'est pas brillant, qui existe. Il y a un état de l'œil, il y a un état du corps humain, il y a un état des textes. Il n'y aura pas d'imposture. On fera un pas. Et c'est à ça que je pense plutôt quand je pense à Strauss. C'est le matérialisme antique, non? Oui. Oui, c'est un sensualisme. Il faudrait garder de Straub le sensualisme, laisser tomber le communisme, si tu veux. Idéalement. Idéalement. Ouais, le film de Straub que je préfère, c'est le Pavésé. Ouais. C'est celui qui me convainc le plus qu'il y a eu les dieux antiques et je suis ignare là-dessus, donc c'est pas du tout... Bon, et puis à côté, il y a le Moïse Héron, voilà. Il faut faire avec les deux. Sans doute qu'ils ont raison de penser qu'il faut faire avec les deux, parce qu'on est une culture où il y a une jambe juive et une jambe grecque. Et que ça, c'est notre destin à tous, d'avoir à scoltiner ce basculement. Chrétien ayant fait une synthèse. Mais dans le rôle un peu de surmoi qu'a pu jouer Straub à un moment,
c'est un truc de pédagogie aussi, dire voilà les profs formidables qu'on aimerait tous avoir ou être. Il est possible d'avoir des expériences humaines, réelles, avec des objets audiovisuels, etc. Mais il faut les faire avec beaucoup de... Parce qu'après, ça peut expliquer pourquoi choisir le cinéma. Il y a quand même plein de raisons. Pourquoi moi, qui était plutôt un littéraire, qui était plutôt fait pour devenir un prof de lettres, ou un écrivain peut-être, mais c'était clair d'entrer, je veux dire, pour moi. Je ne suis pas manuel, donc la peinture, tout ça. Pourquoi le cinéma? Est-ce que dans le cinéma, il n'y a pas encore en 60 cette idée formidable que c'est déjà de la grande culture, évidemment, mais c'est encore une culture clandestine. Enfin, elle est encore vécue comme une culture un peu clandestine, comme le jazz, comme la science-fiction, comme des cultures mineures, mais déjà très constituées avec leur pape, leurs histoires, c'est-à-dire mimant la grande culture. Je veux dire, langue, évidemment, c'est toutes choses égales, c'est Tintoret, c'est... On en parle de la même façon. Mais il est dans la cave. Mais il est quand même plutôt dans la cave. Une fois de plus, éviter la société, ou plutôt la traverser sans qu'elle s'en rende compte, à travers une de ses productions populaires, qui est le cinéma, à laquelle elle peut tenter de ne pas accorder une grande importance, en disant, nous, on prend ça. On prend les westerns américains, on prend le burlesque, on prend plutôt les choses que vous semblez considérer comme culture populaire. C'est une façon pour nous de dire on vient du peuple. C'est aussi une façon pour nous de dire mais on veut aller très très au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Invraisemblable vérité et on parle de Heidegger. À l'époque, bon, où on prend Romer. Romer prend Hitchcock, qui est quand même considéré comme un marchand de sous, et il parle de Kierkegaard. Voilà. Ce calcul-là, qui est à la fois une reconnaissance d'un être populaire, le mien et celui du cinéma, et d'un devenir illimité vers les cimes de la culture, moi je pense que je l'ai aimé très vite, enfin que je me suis reconnu là-dedans. J'ai d'abord vu Orson Welles avant de lire Shakespeare. Ouais. Voilà. C'est déjà le poche de la Pléiade. Voilà. C'est le poche d'une grande Pléiade. Je vois La Ronde de l'Aube avant d'avoir lu Faulkner, où à travers ce que le cinéma a quand même croisé culturellement, je me fais une culture. Mais c'est la culture de ce que le cinéma a croisé. Le cinéma a prolongé quelque chose du 19e dans le 20e, très très longtemps, d'une façon inespérée. Il ne l'aurait pas prolongé si longtemps s'il n'y avait pas eu plusieurs générations de gens qui avaient intérêt à cette prolongation. Ça a mis quand même très longtemps avant que les codes narratifs du 19e, le mélo, le vaudeville, le cirque, le cabaret, soient épuisés. Regarde, le cabaret s'épuise définitivement avec... chez nous avec Playtime, peut-être en Amérique avec Woody Allen. C'est très récent quand même. Formes du 19e, les formes vraiment fortes de l'espace public du 19e. Et c'est dans ce sens-là que peut-être que Schaeffer a raison dans son papier de trafic de dire le cinéma touche en nous un homme ancien. Et d'ailleurs que l'amour du cinéma ou la cinéphilie aujourd'hui quand on en parle, même tous les deux, etc., apparaît finalement comme une sorte de patriotisme défensif. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir disparaître. Comme s'il y avait là le souvenir du 19e et de tout le 20e, et qu'il était plutôt là et pas ailleurs. Et que c'était déjà une sacrée paire de manches de ne pas perdre le fil de ça à l'image de ce qui va déferler, enfin de ce qui est déjà là et qu'on n'arrive pas à repérer. Donc, peut-être que pour moi, le cinéma, c'était quand même la chose qui me permettait de continuer à appartenir à ma classe, c'est-à-dire moins une classe qu'une sorte de statut. Les pauvres plutôt. Les pauvres. C'était les pauvres et les riches. C'était aussi cru que ça. Nous, on était les pauvres, les petits.
Mais ma grand-mère, par exemple, avait un art formidable d'en rire. Ça, c'est pas du tout un souvenir plaintif et ressentimental. Je veux dire, c'est un sentiment assez gai et assez, assez ironique d'être les petits et puis de toucher des bénéfices. Toucher des bénéfices de fierté, on se dit bon, on ne doit rien à personne. C'était donc même pas en termes de classe sociale, c'était pas bien avant qu'on appelait ça la bourgeoisie. Je pense quand même que le cinéma permettait à quelqu'un comme ça de se retrouver, de manger à tous les râteliers, de contourner la société en lui volant finalement à cette société une de ses productions populaires. Disons, nous, on la prend pour nous. Et on ne la partage pas du tout avec vous, on la partage entre nous, et il y a une internationale cinéphilique. D'ailleurs, par exemple, on se branche sans problème sur la production populaire américaine. Alors qu'on n'est pas américain, sans aucun égard. C'est à nous, exactement comme le jazz. C'est à nous. Bill Holiday, c'est à nous. Il n'y a pas de bout. On n'est pas noir, on n'est pas... Mais moi, je le maintiens en mordicus. Bill Holiday, c'est à moi. Si on m'enlève ça, on m'enlève la base sur laquelle tout le reste a pu exister. Et là, on voit bien l'ennemi. L'ennemi, c'est toujours le même par rapport à ça, par rapport à ce désir. C'est celui qui va te dire, mais ça va pas la tête. Faut voir le contexte des Noirs américains. Billie Holiday, elle chantait, les gens bouffaient ou ils dansaient. C'était pas fait pour être écouté religieusement comme du Schoenberg. Voilà, ça c'est toujours l'ennemi, c'est toujours Monsieur Homais, c'est toujours celui qui croit pas. C'est celui qui sait, qui croit savoir. T'as envie de dire fuck you. L'homme, l'être humain produit des choses à un certain moment. Et on en fait ce qu'on a à en faire. On les fait servir évidemment à nos intérêts. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bon usage absolu de ça, mais qu'au moins il y a un usage. Dans le cinéma, il y a eu ce sentiment très fort. Donc il y avait à mon avis, dans le choix des cahiers pour moi, tout de suite, dans le choix du cinéma, dans le choix de cette façon-là d'être cinéphile, dans la volonté d'être dans une histoire, les cahiers représentaient une histoire, et en plus une histoire récente et assez brillante, celle de la nouvelle vague. Il y avait vraiment la volonté de faire partie d'une contre-société qui aurait quand même tous les avantages d'une société, c'est-à-dire que tu vis des amitiés, des passions, des ruptures, tu vis absolument ce que tu vis dans une société normale, mais un petit peu des trucs. Alors, quand on disait les cahiers sont sectaires, tout ça, oui, il faudrait pas avoir peur de dire il y a des fonctionnements de sectes, les bogomiles, les vaudois, les camisards, comme d'ailleurs Comolli a fini par essayer de les filmer, où il y a effectivement ce mélange de générosité, de terreur, en tout cas, moi, j'ai dû faire cette mise-là. Et cette mise-là est évidemment un peu dans le marxisme, beaucoup dans le communisme. Ça, je pense que c'est le tronc commun entre cinéma et communisme. Je pense que transcender les nationalités, promettre quelque chose, le cinéma promettait un accès au monde indifférencié, le monde des hommes, de tous les hommes, et le communisme promettait une libération graduelle de l'espèce humaine en tant que telle. En attendant, une contre-société plutôt héroïque, dévouée, courageuse, désintéressée, prête à tout, vivant dans le mensonge, au nom même de la vérité obligatoire, etc. Contre-société qui permet d'avoir les avantages d'un groupe avec un surinvestissement affectif. Donc moi j'ai dû faire des frais peut-être plus que les autres, enfin, je sais pas, en tout cas avec plus de naïveté. C'est le choix d'une famille, mais c'est pas la famille au sens famille je vous hais de Gide, c'est le choix d'une contre-société déjà à l'œuvre dans l'autre société, et protégeant donc de l'autre société.
protégeant et le voulant lui faire la peau, et la critiquant, et l'étudiant étant hystérique par rapport à elle. Et Dieu sait si dans le communisme réel, celui qui a été vécu, cette sorte de bras de fer constant entre la contre-société communiste des cellules et celle de la société autour a dû être quasiment une raison de vivre. À mon avis, beaucoup plus que les promesses de libération finale auxquelles j'ai même du mal à croire que quiconque y ait vraiment cru. Mais peut-être que je suis alors fermé à ce genre Mystique. oui, de marchandage. C'est du marchandage honteux. Donc le cinéma n'était pas du domaine de la société. Le communisme non plus. Voilà, je pense que les deux trucs qui ont quand même font l'histoire du siècle terriblement, avaient ces points communs, que là-dedans, le marxisme, à mon avis, c'est un outil disciplinaire plutôt pour quelqu'un qui a bien des idées, comme moi, qui a l'esprit de système, assez excitant parce que dans sa forme comme ça d'exercice quotidien de la dialectique, disons, lutte en Italie, tu vois, les films qu'on pouvait voir à l'époque, quelque chose d'à la fois glaçant et qui dépasse dans une grandeur, bon, ça c'est le jansénisme de la contradiction devenue à elle-même son propre corps, quoi. Oui, c'est passé évidemment beaucoup par Straub-Godard, mais je me souviens que j'avais le très fort sentiment que, par exemple, les Straub appelaient de leur vœu des types de pouvoir politiques et ils seraient les premières victimes. Et je leur disais ça. Ils semblaient s'en foutre complètement. De mon passage obligé comme, on peut même pas dire rédacteur en chef, timonier par intérim, quoi. Le paradoxe, c'est que tout ce que j'avais un peu raté au cahier, je l'ai réussi à libérer. Qui a été donc été l'envers réussi de cette sorte de travail laborieux. Mais il fallait que je passe d'abord par cette sorte d'autobizutage des cahiers pour tout d'un coup me rendre compte. Alors oui, c'est comme un cauchemar tout d'un coup. Enfin, c'est comme un mauvais rêve qui se dissipe, on se demande pourquoi. Le nuage est passé très très vite à Libération. Ils se sont rendus compte que si j'écrivais moi c'était quand même beaucoup plus facile à écrire. Et que surtout j'avais un arriéré d'écriture énorme. Énorme. C'est-à-dire tout ce que j'aurais dû écrire les 10 ans auparavant, c'est sorti à Libé, et puis j'ai quand même réussi à constituer un service qui a été, où il y avait quand même une dimension aussi qu'il faut dire, ce service était à 80% homosexuel, et ça changeait quand même un petit peu du côté absolument désincarné, désincarné, c'est vrai que un peu de come out, là. Il y a eu une période extraordinaire, où j'étais pas tellement le chef de tout ça, j'étais simplement le responsable de tout. Tout se faisait dans un bordel indescriptible, mais il y avait... je pouvais faire passer mes idées. Je pouvais faire passer l'idée que j'avais du traitement, qui était un beau souvenir pour tout le monde, qui a duré quelques années. Mais là où il n'y avait plus l'idéal de fratrie, là. Oui. C'était beaucoup trop immaîtrisable, beaucoup trop... Les gens étaient trop singuliers et réellement singuliers. Non, c'est aussi que Libération était un lieu vivant pour ces gens-là. Je sais pas, Cressol ou Hélène Azera continuaient impavidement, ou même Ockham, qui était là quand je suis rentré, continuait impavidement un travail d'agitation culturelle furieux et un peu provoquant, et le journal leur était acquis. Moi, j'ai rajouté à ça la cinéphilie sérieuse, mais que j'ai écrit d'une façon pas trop sérieuse. Et bon, voilà, j'ai tellement écrit que même ceux qui n'aimaient pas ce que j'écrivais ont été abasourdis, et puis ça a fédéré après des restes de cinéphilie parisienne qui étaient contents de voir quelqu'un qui les représentait, qui continuait à les représenter dans leur journal. Donc il y a eu une bonne période de ça, 5-6 ans. Mais où j'ai beaucoup plus travaillé, par exemple, qu'au cahier, parce qu'au cahier, c'était plutôt qu'on était travaillé. On foutait pas grand-chose. Enfin, moi, je foutais pas grand-chose, avec une très grande inefficacité. Tandis que j'ai appris quand même à Libération. Oui. Et j'ai appris à aimer ça. Voilà, j'ai appris à aimer les contraintes du présent, et je les aime toujours. Parce que c'est des vraies contraintes, et que tout le monde peut les comprendre, et qu'on peut donc tester, C'est toujours l'idée, un journal n'est pas... Un journal parfait, ça n'a aucun sens. Un journal doit être vivant. Et qu'il doit y avoir dans un journal
une irrégularité, et il doit y avoir la promesse que demain il sera un peu mieux, ou qu'il peut y avoir un jour sans. Et alors moi j'ai toujours cette idée de l'irrégularité de la vie. Du côté, le soleil et les nuages, un peu Renoir, un peu idée météorologique. Les processus, on attend. Alors on attend dans des cadres petits ou grands, mais on attend. J'ai toujours eu cette idée, c'est pour ça que finalement je me suis surpris à être bien dans un journal et à prendre beaucoup de plaisir à la façon dont Libération à l'époque se refaisait de nouvelles maquettes, tout ça. Voilà, j'ai découvert ça avec stupéfaction, parce que je crois que j'avais jamais pensé de ma vie que le journalisme avait un rapport avec moi. De ma vie. Ce qui est très modeste sur la nécessité qu'on peut avoir sur soi-même. Mais aujourd'hui, quand j'évoque ça, je me dis que c'était un autre chapitre de la même exigence du marcheur. Et c'est quoi un marcheur? C'est quelqu'un qui ne compte que sur lui-même, il a que son corps. Tant qu'on touche pas à son corps, tant qu'on ne le bat pas, tant qu'on... Eh ben, il va où il veut, et il n'a pas à se plaindre, parce que c'est une jouissance absolue. J'ai peur qu'avec le centenaire et les origines, tout ça, la France soit au premier rang de cette bagarre, où elle fera valoir ses droits à avoir été sur le berceau du cinéma, comme elle a été au berceau de la photo. Je pense qu'elle a un droit de préemption sur tous les autres pays du monde, réel, l'histoire de la photographie et l'histoire du cinéma. Mais l'histoire de France, non. Oh, on se demandait avec Chris Marker, quand je l'avais rencontré à Hong Kong, lui à l'époque venait de Chine, Pop, je crois, où il voulait y aller, enfin je ne sais pas en parler de ça, et il disait, il paraît que les gardes rouges ont filmé. Alors ça l'excitait terriblement. Et moi aussi. Aristocratique absolue, en disant je pars sans bagage et on arrive dans telle grande capitale mondiale et on achète tout à l'aéroport. Voilà, c'était un fantasme de luxe absolu, pour moi de luxe absolu. C'est évidemment surtout pas d'avoir sa maison avec soi, c'est de dire bah, on va acheter les vêtements pour demain, ceux-là sont sales, on les jette. Et de dire mais le monde est mon pays, les aéroports sont devenus une sorte de... Oui, c'est le supermarché. C'est une question d'argent. Si j'étais très riche, les jambes, que parler, c'est-à-dire marcher avec la bouche. Mais c'est au fond la même chose. C'est mon arrivée... Non, c'était en Espagne. C'est mon arrivée à Ronda. Et c'était très compliqué, j'ai pris plein de trains, c'était très compliqué pour aller de Malaga à Ronda. J'ai changé 2 fois, je rêvassais, je lisais Onetti, je me rappelle. Je regardais dans le train un jeune garçon que je trouvais très beau, mais qui malheureusement était avec sa copine, et je le regardais, et c'était marrant parce qu'il y a des moments dans les voyages, enfin dans la vie de manière générale, mais dans les voyages mieux, où quelqu'un de plutôt timide comme moi, qui fait toujours gaffe qui ne va pas du tout au-devant des dangers, toujours un peu sur la défensive, tu sais absolument que les personnes qui sont à 30 cm de toi ne te verront pas. Ils ne te verront plus, parce qu'ils ne t'ont pas vu au moment où parce qu'ils sont pris dans leur truc. Et tu peux commencer à les regarder comme ça, comme des cinémas. Et je me rappelle, ce jeune couple était tellement dans... Il draguait, je comprenais en plus rien de ce qu'il disait, l'andalou d'une langue. Et je me disais, ça pourrait durer des heures. Je me rase l'œil en un sens. Je fais vraiment un documentaire érotico-affectif sur ce garçon impossible. Bon, donc j'étais complètement ailleurs. Je ne savais plus où j'étais. C'était un vieux tortillard d'Andalousie. Ça pourrait être un petit train italien, ils sont pareils. Bon. Et puis, tout d'un coup, la nuit tombe. Donc c'est important pour un marcheur. Quand la nuit tombe, le monde a changé, vraiment. C'est toujours la première nuit qui tombe. Et puis, donc, tout devient très hagard et approximatif. Et puis, je vois qu'on arrive dans une gare et je vois que c'est Ronda. Et il y avait dans le wagon d'à côté plein de bidasses qui, visiblement, étaient en perme, qui criaient, enfin, qui faisaient beaucoup de bruit. Ils sont sortis, et puis, moi je suis sorti après eux, puis j'avais un sac en bandoulière, celui-là, qui me suit depuis 10 ans. Et puis à un moment, je les ai suivis, j'ai pris leur pas, j'ai pris leur rythme.
Et je me suis dit très vite dans ma tête, parce que je me connais, tu parles, soit tu es raisonnable, tu t'arrêtes d'aller à leur pas, et tu prends la peine de poser ton sac, de prendre le guide touristique, de chercher à la lettre R, trouver une lumière pour voir si quand on sort de la gare, l'hôtel Maria Cristina est à gauche ou à droite. Si je fais ça, je suis dans le bon sens du voyage. Soit tu ne le fais pas, et évidemment, chance sur deux pour que tu te retrouves dans la banlieue. C'était plus fort que moi, je ne voulais pas perdre ce sentiment extraordinaire que tout d'un coup j'ai eu, qui était de suivre, là aussi clandestinement, ni vu ni connu, ne gênant personne, en plus dans le tableau, personne ne m'a vu, de suivre ce mouvement, qui est un mouvement, qui bon, passe la gare, et puis après, certains vont à gauche, certains vont à droite, au même rythme qu'eux, donc rentrer dans le film, au rythme du film, quoi. Et j'ai finalement opté pour les suivre, avec le sentiment, non pas j'arrive à Ronda, mais comme je disais hier, le double sentiment 50-50, c'est-à-dire absolument réversible et jouissif, mais ça c'est un peu un truc de pervers, là vraiment, jouissif dans sa perversion, qui est c'est Ronda, alors R-O-N-D-A, et tu sais, si le mot Ronda, pour moi, avec la tauromachie, tout ça, ça porte beaucoup de choses. Et à côté, je rentrerai à Livry-Gargan, ce serait exactement pareil. Je suis chez moi. Je suis chez moi. La preuve, c'est ce que je vois, et non pas ce que je sais, non pas ce que je sais, demain je verrai l'Andalousie. Je sais bien tout ça. En ce moment, je rentre à Livry-Gargan. Je rentre dans la banlieue de Shanghai. Toutes les banlieues, toutes les petites villes, toutes les petites gares avec 3-4 loupiottes, les rails, le guichet sont à peu près les mêmes. Je dirais même tous les garçons, parce que je regarde beaucoup les garçons, parce que ça aide également, c'est pas qu'érotique, ça aide à baliser le terrain. Il faut quand même que tu aies des points d'ancrage pour l'œil, à partir desquels tu... Bon, moi c'est plutôt les garçons. Donc je dis, mais ces garçons ressemblent à leurs frères italiens, ils ont des blue jeans bleus délavés, ils commencent à être bien nourris, nantis, un peu cons, ils ont l'air assez gentils, ils commencent à tous se ressembler. Tu ne reconnais pas le petit paysan, enfin pas tout de suite, petit paysan qui sent encore l'Andalousie de Murillo. Donc il y a une uniformisation du paysage qui est aussi un motif de jouissance. Je suis partout et nulle part. Je suis dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être tel que si j'étais cinéaste, j'aurais le courage de le filmer tel qu'il est. C'est pour ça que j'aime beaucoup Route One, parce qu'il n'y a pas d'effet d'Amérique, c'est-à-dire que c'est l'exactitude de l'expérience. Et c'est une idée, je me suis dit, tu es complètement fou. À ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ce que mon corps avait fait, du plaisir que j'avais eu à rentrer chez moi exactement comme ces garçons, qui eux rentraient chez eux et vachement vite, ils étaient contents de rentrer. Moi, personne ne m'attendait, personne au monde savait que j'étais là. Personne au monde. Et de mon fait, c'était pas... Je m'étais abandonné moi-même au fin fond de l'Andalousie, et j'étais très content d'arriver à Ronda, R-O-N-D-A. Et puis à un moment, j'ai partagé leurs films. Et je me suis fait le cinéma, je rentre chez moi. Comme eux rentraient chez eux, visiblement. Après, je me suis retrouvé, évidemment, devant 4 réverbères sinistres dans une rue qui pourrait être n'importe où au monde. J'ai décidé d'aller à droite. Et heureusement, c'était la bonne direction. Enfin, ça m'est arrivé très souvent que je partais résolument à gauche et je me retrouvais, ayant marché 1 kilomètre, perdu, mais perdu comme personne ne se perd. Pas perdu parce que je suis débile ou je ne sais pas lire une carte. Perdu parce que je préfère me perdre et perdre du temps et revenir furieux après, crevé, ayant marché pour rien, n'ayant rien vu, et plein de mauvaise humeur, avec de toute façon, il y aura bien un bistrot d'ouvert et dès que j'aurai bu une bière ou deux, tout change. Le monde est de nouveau sauvé. Donc on se connaît, on anticipe sur les trucs, ce qui n'empêche qu'on vit des fois très dans une sorte d'horreur de soi-même, le fait qu'on n'est pas son propre maître.
Je suis complètement mon propre maître pour ce qui est de décider d'aller à Ronda, et ça, je ne permettrai à rien, ni personne au monde, de me dire quoi faire. Une fois que je suis là, je cherche comment je passe d'un plan à un autre. Donc là, comment je passais du wagon à la sortie, de la sortie à trouver la bonne direction. Il se trouve que ce soir-là, c'était Halloween, qui est très très célébré en Espagne, enfin, Mardi Gras. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez beau. Là, ça, je pense à cette séquence parce que elle a cette réussite, si tu veux, que tu as très rarement en voyage. C'est-à-dire de 4 ou 5 actions qui t'arrivent dans un temps, qui t'arrivent dans un tempo. Voilà. Ce que Rivette cherche comme un fou dans ses films d'ailleurs, avec des réussites très très inégales. Donc, quand même, je me rends compte qu'il y a des loupiotes, que j'ai pris la bonne direction, j'y tiens. Alors, au lieu de dire je suis très bien, tu dis tiens, pour une fois, ça a marché. Continue à être masochiste, parce que tu es dans la série masochiste. Et à un moment, je vois une apparition. Je vois un enfant comme ça, grand, robe de chambre blanche, enfin, chemise de nuit, et un truc du Ku Klux Klan. Et tout le chemin. Je dis, alors là, vraiment, je me dis, non, quand même. Je venais de me dire que j'étais fou, là, j'ai dit, zut, alors, c'est peut-être vrai. Et puis, c'était comme du Fellini. C'est là que je vois à quel point Fellini est un grand réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit. Il y avait cet enfant, c'est quand même bizarrement. Puis j'avance, et puis il y a 2, 3 rues, j'en vois plus, et je comprends que les gens sont déguisés. Mais j'avais complètement oublié, évidemment, qu'il y avait Mardi Gras. À force de ne pas vivre dans le social. Tout d'un coup, j'arrive sur une place qui est la grande place de Ronda. Et la place est noire de monde, mais ils font pas trop de bruit car c'est une procession. Tout le monde est déguisé, et très bien déguisé. Tradition carnavalesque. Et je me retrouve avec mon sac, en 10 minutes, ayant vécu tout ça. Entre moi et moi, dans ma tête. Et c'est là où le voyageur est une sorte de monstre, c'est qu'il accepte tout. C'est-à-dire, je me dis, ah bon, bah, je me trouve dans cette situation, ah bon, très bien, une fête formidable, bon, regardons. Avec l'impératif de regarder, ce qui ne donne rien en général. Dans ces cas-là, je vois rien. Mais là, tu es un peu obligé parce que c'est spectaculaire. Puis je suis allé bouffer une queue de taureau et bu 3 bières pour caler mon corps et pour le calmer aussi un peu. Et puis je me suis mis à regarder les gens. J'ai finalement trouvé l'hôtel. Il n'y avait plus de chambre, j'ai un peu insisté. Le type m'a dit, il y en a une, mais elle est froide, elle n'est pas chauffée. J'ai dit, ça fait rien. Je me suis emmitouflé et je me suis endormi en me disant, je suis à Ronda. dont j'avais aucune preuve, parce que cette fête, pour moi, enfin, ce Halloween, c'était un autre monde, c'était un autre plan. Je n'étais pas connecté à l'idée de l'Espagne. Le lendemain, je me réveille à l'hôtel et je vais dans la terrasse. Je vois toute l'Andalousie. Enfin, c'était aussi. Et alors là, j'étais vraiment arrivé, là, comme un touriste. Là, j'étais vraiment arrivé dans cet arrière-pays très, très austère et très... Voilà, pour dire ça, c'est du cinéma.